nous avons regardé jusqu'aux confins les plus lointains de l'univers. Nous cherchions les premiers murmures, faibles et distants, du commencement des temps. Mais, à la place, nous avons entendu un rugissement. Nous n'avons pas trouvé nos attentes, mais les décombres de nos propres théories. Et ces décombres étaient remplis d'une chose à laquelle nous ne nous attendions pas. Ce que nous avons vu, c'était plus de 300 mystérieux points rouges, apparus seulement 400 millions d'années après le Big Bang. Mais ce n'étaient pas des galaxies, c'étaient des étoiles trous noirs. C'est pourquoi toute la cosmologie a été bouleversée, car ces monstres de 10 millions de masses solaires étaient nés avant les galaxies auxquelles ils auraient dû appartenir. C'était une situation impossible, comme construire un bâtiment avant ses fondations. Mais la véritable ironie n'était pas là. C'était que, en regardant au plus loin, tout ce qui était à côté de nous perdait son sens. Si vous aussi, vous voulez faire partie de ces découvertes inattendues, alors regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Et abonnez-vous, car ce que vous allez voir va changer le sens même du mot univers. Prêt ? Nous commençons. L'histoire que l'univers nous racontait était un mensonge. Ce n'était pas intentionnel. Ce n'était certainement pas une coïncidence. C'était entièrement dû à notre propre aveuglement. Et c'est seulement quand un miroir doré a ouvert les yeux dans l'obscurité de l'espace que nous avons commencé à comprendre la profondeur de notre erreur. Car ce que le télescope spatial James Webb a révélé dans ses premières années n'était pas une correction progressive de notre vision du monde. C'était un tremblement de terre silencieux et dévastateur qui a commencé sous les pieds de la cosmologie moderne et dont le grondement ne s'est toujours pas apaisé. Tout a commencé avec de minuscules points rouges et denses. Ces petits points rouges qui apparaissaient dans presque chaque champ de vision profond enregistré par le télescope. Ils n'avaient pas été prédits. Aucun modèle n'avait anticipé leur existence, parce qu'ils apparaissaient partout où le télescope regardait dans l'histoire précoce de l'univers, à cette époque où le cosmos n'était encore qu'un bébé, âgé de seulement 1 ou 2 milliards d'années. Puis, aussi soudainement qu'ils étaient apparus, ils disparaissaient de l'image, comme si une certaine phase cosmique s'était terminée. Les astronomes les ont affectueusement surnommés les petits points rouges. Le nom sonnait inoffensif, presque ludique. Mais, derrière ce nom innocent se cachèrent des objets qui ébranlaient les fondements de notre compréhension de l'univers primitif. Ces points insistaient pour ne correspondre à aucune catégorie connue. Ils étaient trop brillants pour ce qu'ils auraient dû être, trop massifs pour leur âge, trop silencieux pour des trous noirs, mais trop lumineux pour de simples amas d'étoiles. Le secret de ces objets n'était que la première pièce d'un puzzle qui remettait en question tout ce que nous pensions comprendre de la jeunesse de l'univers. Pendant un temps, on a pensé avoir découvert une nouvelle variante d'objets connus. Peut-être étaient-ce des galaxies compactes avec une formation d'étoiles particulièrement intense, ou peut-être des noyaux galactiques actifs, ces trous noirs gloutons au cœur des jeunes galaxies. Car ces noyaux avalent le gaz et la poussière avec une efficacité si impitoyable qu'ils émettent une lumière plus brillante que des milliers de galaxies réunies. Mais aucune de ces explications ne collait parfaitement. Les noyaux galactiques actifs laissent derrière eux un spectre caractéristique, des rayons X, des ondes radio, des lignes d'émission spécifiques qui sont comme une signature cosmique de leur activité interne sauvage. Chez les petits points rouges, tout cela était absent. Ils étaient étrangement silencieux, beaucoup trop silencieux. Jusqu'en 2025, plus de 300 de ces objets ont été catalogués. Mais le véritable tournant est survenu en janvier 2026, lorsqu'une équipe de Copenhague a publié le spectre de la plus haute qualité jamais obtenu pour l'un de ces objets. L'instrument spectrographe infrarouge, proche du télescope James Webb, a analysé la lumière de cet objet avec un détail qui éclipsait toutes les mesures précédentes. Et ce que les chercheurs ont vu a tout changé. La lumière était diffusée par une enveloppe de gaz ionisé d'une densité inimaginable. Cette découverte a bouleversé toutes les estimations de masse, alors que les calculs précédents indiquaient des trous noirs allant jusqu'à 1 milliard de masses solaires. La nouvelle analyse a révélé des masses 100 fois plus faibles, 100 000 à 10 millions de masses solaires. Nous savons maintenant qu'au centre de ces points se trouve un trou noir massif qui dévore le gaz environnant. Et ce gaz l'enveloppe comme un cocon, masquant les signatures d'une galaxie active typique.
Les astrophysiciens américains ont commencé à les appeler des étoiles trous noirs. Ni tout à fait une étoile, ni tout à fait un trou noir. Quelque chose de complètement nouveau. Mais ces objets n'étaient que le début, car Webb, dès le tout début, voyait des choses qui n'auraient jamais dû exister. Le 12 juillet 2022, la NASA a publié la première photo de champ profond du télescope James Webb. Une minuscule parcelle de ciel, pas plus grande qu'un grain de sable tenu à bout de bras. Mais dans cette petite tache se trouvaient des milliers de galaxies. Les scientifiques du monde entier sont restés figés devant leurs écrans, car en regardant les premiers temps de l'univers, ils s'attendaient à voir ce que l'on attend d'un chantier de construction. Un univers chaotique, inachevé, encore en formation. De jeunes galaxies apparaissant comme de faibles amas de lumière irréguliers. Les premières étoiles s'allumant à peine à partir de l'hydrogène et de l'hélium primordiaux. Mais, ce que le télescope a montré était tout autre chose. Des galaxies massives, structurées, brillantes, des objets avec des bras spiraux, des galaxies avec des disques ordonnés, des galaxies qui semblaient en tout point matures, ayant achevé leur développement, comme si elles étaient vieilles. Mais, elles ne l'étaient pas. Elles étaient incroyablement jeunes. Elles existaient à une époque où l'univers n'avait peut-être que quelques centaines de millions d'années. C'était comme s'attendre à voir les fondations d'un gratte-ciel et découvrir que les lumières du 50e étage étaient déjà allumées. Le bâtiment était terminé avant même que la construction n'ait dû commencer. Comment cela pouvait-il être possible? L'exemple le plus extrême de cette question est arrivé en janvier 2026. Les astronomes ont confirmé la galaxie la plus lointaine jamais observée, JADES-GS-Z 14-0. Sa valeur de décalage vers le rouge a été déterminée à 14,44. Cela signifie que sa lumière a voyagé à travers l'espace en expansion pendant environ 13,5 milliards d'années, sur une histoire estimée de l'univers de 13,8 milliards d'années. Nous voyons cette galaxie telle qu'elle était seulement 280 millions d'années après le Big Bang. Il faut s'arrêter un instant sur ce chiffre. 280 millions d'années. À l'échelle cosmique, c'est moins qu'un clin d'œil. L'univers était un nouveau-né, mais JADES-G SZ14-0 est brillante, compacte et chimiquement enrichie. Elle contient des quantités d'azote qui ne devraient pas exister à cette période précoce, car l'azote se forme à l'intérieur des étoiles géantes et n'est dispersé dans le cosmos que lorsque ces étoiles meurent. Pour que cette concentration d'azote existe, plusieurs générations d'étoiles auraient dû vivre et mourir en l'espace de 280 millions d'années. Les modèles standards disaient que c'était incroyablement rapide. De plus, il est apparu que de telles galaxies brillantes étaient environ 100 fois plus communes que ce que prévoyaient les modèles d'avant le lancement du télescope. Pas 10% de plus, pas le double. 100 fois. Le fossé entre la théorie et l'observation n'était pas un écart qui pouvait être comblé par quelques petits ajustements. C'était un abîme. Alors, comment tout cela était-il possible? Les petits points rouges, les galaxies bébés matures et les éléments impossibles montraient-ils que nous avions mal compris l'histoire de l'univers du début à la fin? Ces découvertes signifiaient bien plus que de simples corrections de détails, car ces observations défiaient tout ce que le modèle standard prévoyait. Et ce modèle n'était pas un modèle faible. Au contraire, c'était peut-être la structure mathématique la plus réussie de l'histoire de la science. Il avait passé tous les tests avec succès pendant des décennies, et ce modèle, pendant des décennies, avait expliqué chaque observation, chaque mesure, avec une précision presque effrayante, jusqu'à ce que James Webb remonte les pages pour lire les chapitres les plus critiques de cette histoire apparemment parfaite. Car pour comprendre pourquoi les découvertes de Webb sont si bouleversantes, il faut comprendre la magnifique structure qu'il a démolie, à savoir le modèle standard de la cosmologie. Ce modèle a un nom, Lambda CDM. C'était l'histoire la plus élégante, la plus cohérente et la plus satisfaisante de l'univers jamais raconté. L'histoire a commencé il y a 13,8 milliards d'années, avec un point unique, incroyablement chaud et dense. Ce n'était pas une explosion dans l'espace, mais une expansion de l'espace lui-même. Dans les fractions des premières secondes, l'univers a gonflé plus vite que la lumière. En quelques minutes, les premiers noyaux atomiques se sont formés. Hydrogène, hélium et un peu de lithium. Mais pendant les 380 000 années suivantes, l'univers est resté un plasma incandescent,
si dense que la lumière ne pouvait pas le traverser. Les photons rebondissaient sans fin sur les électrons libres. Ils étaient piégés dans un brouillard cosmique, puis l'univers a suffisamment refroidi pour que les électrons puissent se lier au noyau atomique. Des atomes neutres se sont formés, le brouillard s'est dissipé, et la lumière qui avait été si longtemps piégée s'est écoulée librement dans toutes les directions. C'est cette lumière qui voyage depuis lors. Nous l'appelons le fond diffus cosmologique. La photo de bébé de l'univers, prise quand il avait 380 000 ans. Et le plus grand triomphe de ce modèle était de connaître à l'avance les détails de cette photo. Il avait prédit avec précision le motif des fluctuations de température d'une partie par million sur cette photo de bébé, des années avant les mesures les plus détaillées effectuées par le satellite européen Planck. Ce modèle disait que l'univers était composé d'environ 5% de matière normale, 27% de matière noire et 68% d'énergie sombre. Et tout concordait. Alors, quel était le problème ? Le problème, c'est que lorsque le télescope James Webb a regardé le début de ce scénario parfait, il n'a pas trouvé la construction lente et laborieuse qui aurait dû s'y trouver, mais le produit fini. Mais le séisme ne venait pas seulement du passé, car il y a un seul nombre qui définit le présent et l'avenir de l'univers, un nombre qui code le destin de l'univers. Il s'appelle la constante de Hubble. Cette constante définit à quelle vitesse l'univers s'étend, c'est-à-dire à quelle vitesse les galaxies à une certaine distance s'éloignent de nous avec l'expansion de l'espace. Si vous la calculez mal, l'âge de l'univers est faux. Si vous la calculez mal, la taille de l'univers observable est fausse. Son destin devient incertain. Et depuis des décennies, deux groupes différents de scientifiques mesurent ce nombre avec deux méthodes complètement différentes et obtiennent deux réponses complètement différentes. La première méthode regarde l'univers proche. Elle mesure les distances en utilisant des étoiles comme les céphéides dont la luminosité est connue, ou des supernovae de type 1A, et combine ces distances avec la vitesse d'éloignement des galaxies. Cette méthode donne une valeur d'environ 73 km par seconde par mégaparsec. La deuxième méthode regarde la photo de bébé de l'univers, c'est-à-dire le fond diffus cosmologique. En utilisant le modèle lambda CDM, elle prédit ce que devrait être le taux d'expansion actuel à partir de ses conditions initiales. Cette méthode trouve une valeur d'environ 67,4 km par seconde par mégaparsec, 73 contre 67,4. Il y a une différence d'environ 9%. Dans la vie de tous les jours, cela ne signifierait peut-être rien. Mais, en physique fondamentale, c'est un gouffre. C'est pourquoi cette incohérence est appelée la tension de Hubble. Lors d'une réunion de la Société américaine d'astronomie en 2025, un astrophysicien a même déclaré que cette tension était désormais devenue une crise de Hubble. Le télescope James Webb devait aider à résoudre cette crise. Il a observé les mêmes étoiles céphéides que le télescope Hubble, mais avec une résolution plus nette. Le résultat était clair. La mesure locale se tenait solidement à la valeur de 73. Webb n'a pas résolu la crise. Au contraire, il l'a approfondie. Car si les deux mesures sont correctes, alors soit notre modèle de l'univers primitif est faux, soit notre compréhension de la manière dont l'univers a évolué depuis lors est erronée. Il n'y a pas de solution facile. Cela signifie que le nombre le plus sensible de la cosmologie nous donne deux résultats incompatibles. C'est une situation où l'univers lui-même est en contradiction. Cependant, toutes ces fissures théoriques, ces galaxies lointaines et ces désaccords sur les constantes fondamentales ne sont que la pointe de l'iceberg. Car ce que Webb a trouvé, ce ne sont pas seulement des galaxies précoces. C'était quelque chose de bien plus troublant. Des galaxies mortes, des galaxies qui avaient déjà cessé de former des étoiles, des galaxies qui avaient vécu, construit, puis s'étaient retirées dans le silence, à une époque où la plupart des galaxies de l'univers commençaient à peine leur activité. C'est comme une maison au milieu d'un quartier nouvellement construit, non seulement terminé, mais aussi abandonné. Le propriétaire a déménagé, a vécu toute une vie, est mort, et la maison est restée vide, et ce pendant que les voisins posaient encore leurs fondations. La masse totale de toutes les étoiles dans les galaxies précoces observées par James Webb est environ 10 fois plus élevée que ce que produisent les simulations informatiques basées sur le modèle standard. 10 fois. Ce n'est pas une erreur de calibration. C'est un problème structurel où le modèle se trompe d'un ordre de grandeur dans sa prédiction fondamentale. Et l'un des exemples les plus frappants de ces galaxies mortes nous mène à l'un des secrets les plus étranges de l'univers. Et maintenant, le vrai choc arrive.
Car au-delà des théories et des modèles, il y avait des choses que Webb voyait directement, des choses qui n'auraient pas dû exister, des galaxies impossibles, des géantes mortes, et des structures tissées dans la trame de l'univers, trop grandes pour être ignorées. Nous ne parlons plus de concepts, mais de découvertes réelles. Et ces découvertes étaient assez comme les répliques d'un séisme qui a secoué les fondations de la cosmologie, chacune plus violente que la précédente. Le premier choc fut JADS-GS-Z, un 4-0. Cette galaxie n'aurait pas dû être là, mais elle était là. Elle brillait seulement 280 millions d'années après le Big Bang. Sa lumière avait voyagé pendant 13,5 milliards d'années pour nous parvenir. C'est plus de 98% de l'âge total de l'univers. Sur l'échelle de temps cosmique, c'est un instant, un bébé. Mais cette galaxie bébé n'avait rien d'un bébé, car les observations ont montré qu'elle était étonnamment brillante. Cette brillance signifiait que des centaines de millions d'étoiles s'y étaient déjà formées. Selon les modèles standards, c'était impossible, car le gaz nécessaire pour qu'une galaxie produise autant d'étoiles en si peu de temps aurait dû mettre des centaines de millions, voire 1 milliard d'années, à se rassembler et à refroidir. Mais JADS-GS-Z, un 4-0 semblait y être parvenu en seulement 280 millions d'années. De plus, son atmosphère contenait une abondance d'azote. L'azote est un élément lourd que les étoiles massives produisent à la fin de leur vie. La présence d'autant d'azote indiquait que plusieurs générations d'étoiles étaient déjà nées et mortes en 280 millions d'années. Tout un arbre généalogique stellaire. Les théories ne le permettaient pas. C'était comme si un bébé commençait à courir et à résoudre des équations complexes quelques minutes après sa naissance. Cela ne devait pas être physiquement possible. Mais Webb montrait que c'était possible. Mais les chocs ne se sont pas arrêtés là, car Webb n'a pas seulement trouvé des galaxies formées très tôt, il a aussi trouvé des galaxies mortes très tôt. Voici GS9209. Cette galaxie est un fantôme, car elle a formé la grande majorité de ses étoiles dans les 800 premiers millions d'années après le Big Bang. Comme un accès de fureur, elle a avalé le gaz avec une efficacité incroyable et a allumé des étoiles à un rythme effréné. Et puis, elle s'est arrêtée, complètement, pour toujours. Alors que l'univers avait 1,8 milliard d'années, GS9209 avait déjà vécu toute sa vie productive et s'était plongé dans le silence. C'était un véritable casse-tête pour les théories. Car selon le modèle standard, pour que les galaxies meurent, il fallait que leur source de gaz s'épuise ou qu'un mécanisme de rétroaction, comme un trou noir géant, arrête la formation d'étoiles. Ces processus étaient censés prendre des milliards d'années. Mais GS9209 était morte à l'aube cosmique, à une époque où le gaz était abondant partout dans l'univers. Comment cela pouvait-il se produire ? C'était comme si quelqu'un mourait de faim à une table de banquet remplie de nourriture. Cela n'avait aucun sens. Cette mort précoce indiquait que l'évolution des galaxies au premier temps de l'univers était beaucoup plus rapide et peut-être beaucoup plus violente que nous ne le pensions. Peut-être que les galaxies ne vieillissaient pas et ne s'éteignaient, pas lentement, mais qu'elles s'arrêtaient plutôt de manière soudaine et catastrophique. GS9209 n'était pas seul. Webb a trouvé une série d'autres galaxies mortes qui avaient cessé leur production d'étoiles dans les 2 premiers milliards d'années de l'univers. Ces découvertes nous ont amenés à remettre en question nos hypothèses les plus fondamentales sur la formation et la mort des galaxies. Et alors que nous nous débattions avec ces galaxies elles-mêmes, Webb a levé le voile sur quelque chose d'encore plus étrange. Ce n'étaient pas seulement les galaxies elles-mêmes, mais aussi leur distribution qui était fausse. Voici le Grand Anneau. C'est un amas de quasars gigantesques découvert en 2021 d'un diamètre d'environ 3,3 milliards d'années-lumière. Les quasars sont parmi les objets les plus brillants de l'univers, et cette structure montre qu'ils sont alignés dans le ciel en un anneau presque parfait. Mais le problème n'est pas là. Le vrai problème, c'est sa taille, car il existe une hypothèse fondamentale appelée le principe cosmologique. Ce principe dit qu'à des échelles suffisamment grandes, l'univers est homogène et isotrope, c'est-à-dire qu'il a la même apparence partout et dans toutes les directions. Selon ce principe, il existe une limite théorique maximale pour la taille d'une structure liée gravitationnellement.
Cette limite est d'environ 1,2 milliard d'années-lumière. Quelque chose de plus grand aurait besoin de plus de temps que l'âge de l'univers pour se former. Mais le grand anneau est presque 3 fois plus grand que cette limite. Et il n'est pas le seul. Il y a aussi le grand mur d'Hercule couronne boréale. Cette structure mesure environ 10 milliards d'années-lumière de long, plus de 8 fois la limite théorique. Ces structures n'auraient jamais dû exister. Elles étaient un défi direct au principe le plus fondamental de l'univers, l'hypothèse d'homogénéité. Si l'univers n'est pas aussi homogène que nous le pensions, alors tous nos calculs, du taux d'expansion à l'énergie sombre, pourraient être fondamentalement remis en question. Ces structures gigantesques, ces galaxies impossibles et ces morts précoces, tout pointait dans la même direction. L'univers ne correspondait pas à l'histoire calme, ordonnée et lente que racontait le modèle standard. C'était un endroit beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace et beaucoup plus structuré. Mais toutes ces découvertes pourraient-elles être les symptômes d'un mystère plus profond, plus fondamental? Et si le problème n'était pas seulement quand et comment les galaxies se forment? Et si le problème était le squelette invisible qui maintient l'univers ensemble? Et si la matière noire n'était pas ce que nous pensions? Car les observations de Webb nous ont amenés à remettre en question non seulement le monde visible, mais aussi le monde invisible. Et cette remise en question nous mène au coin le plus sombre de la cosmologie, à savoir cette matière mystérieuse qui constitue 27% de l'univers. Et ce que nous y avons trouvé détient peut-être la clé de toutes ces anomalies. Car si les fondations d'un bâtiment sont pourries, chaque fissure, chaque anomalie aux étages supérieurs prend un sens. Et à la base de la cosmologie se trouve ce squelette invisible qui constitue 27% de l'univers, à savoir la matière noire, ce qui maintient tout ensemble, mais que nous ne pouvons ni voir, ni toucher, ni détecter directement. Le télescope Webb a montré que cette fondation pourrait ne pas être aussi solide que nous le pensions, car les galaxies précoces et massives trouvées par Webb non seulement se sont formées très rapidement, mais elles semblent aussi beaucoup plus grandes que les halos de matière noire dans lesquels elles auraient dû se former. C'était un problème, un gros problème. Selon le modèle standard, la matière noire est l'échafaudage de l'univers. D'abord, de petites masses de matière noire se forment, puis elles fusionnent pour créer des halos plus grands. La matière normale, c'est-à-dire le gaz, tombe dans les puits gravitationnels de ces halos, se condense et allume les étoiles. La galaxie est une structure construite sur le halo. Mais Webb trouvait des endroits où le bâtiment était terminé avant les fondations. Les galaxies de l'univers primitif avaient des masses stellaires bien plus importantes que ce que les halos de matière noire qui auraient dû exister à cette époque pouvaient contenir. Selon les simulations, ces galaxies auraient dû être 10 fois plus petites. Cela pouvait signifier soit que les halos de matière noire se formèrent de manière beaucoup plus efficace que nous le pensions, soit que la formation des galaxies n'était pas si dépendante de la matière noire. Les deux possibilités ébranlaient l'un des piliers fondamentaux du modèle lambda CDM. Car si la matière noire n'est pas la seule clé de la formation des galaxies, alors la manière dont elle explique la structure à plus grande échelle de l'univers devient également discutable. Ce n'était pas seulement une anomalie, mais un changement de paradigme potentiel. Mais les découvertes dérangeantes de Webb ne se sont pas limitées à la cosmologie. Elles ont atteint un domaine beaucoup plus proche de nous, touchant même à la vie elle-même. Car Webb a la capacité d'étudier les atmosphères des planètes en orbite autour d'autres étoiles. Et ce qu'il y a trouvé a ravivé l'une des questions les plus profondes de l'humanité. Sommes-nous seuls? Voici KE2-18b. Une planète située à 124 années-lumière de la Terre, en orbite autour d'une étoile naine rouge. Sa masse est d'environ 8,5 fois celle de la Terre, et plus important encore, elle se trouve dans la zone habitable de son étoile, c'est-à-dire dans cet intervalle magique où l'eau liquide pourrait exister à sa surface. En avril 2025, une équipe de l'université de Cambridge a annoncé une découverte choquante dans l'atmosphère de cette planète. En utilisant les données de Webb, ils ont trouvé des preuves de la molécule de diméthylsulfure, DMS, dans l'atmosphère de K2-18b. Pourquoi était-ce si important? Parce que sur Terre, le DMS est produit presque exclusivement par des micro-organismes marins, en particulier le phytoplancton. Il n'a pas de source abiotique, c'est-à-dire non vivante, connue et significative. Si du diméthylsulfure se trouve dans l'atmosphère d'un autre monde,
L'explication la plus simple est biologique. Cette découverte avait une signification statistique de 3 sigma. Cela signifie que la probabilité que le signal soit réel est d'environ 99,7%. Cependant, ce n'était pas une preuve, mais un indice fort. Car des mois plus tard, une autre équipe de la NASA a analysé les mêmes données et est arrivée à une conclusion différente. Ils ont suggéré que le signal pourrait provenir du bruit aléatoire dans les données. Le débat est vif et se poursuit. Mais l'important est le débat lui-même, car quelque chose qui relevait de la science-fiction il y a 10 ans est maintenant un sujet de débat scientifique. Nous discutions de la réalité d'une potentielle biosignature. C'est la nouvelle ère dans laquelle Webb nous a fait entrer. Nous n'avons pas encore trouvé la vie, mais nous savons maintenant où et comment la chercher. Et cette recherche révèle une vérité encore plus profonde sur la complexité de l'univers. Si l'univers est si efficace pour former des étoiles et des galaxies, peut-être est-il aussi efficace pour créer la vie. Les galaxies précoces, les géantes mortes, les structures dépassant les limites théoriques, la matière noire suspecte et les traces de vie potentielles. Ce tableau des découvertes de Webb semblait pointer vers une seule grande image. L'univers est un endroit beaucoup plus complexe, plus rapide et plus efficace que l'histoire simple et élégante racontée par le modèle lambda CDM. Les structures se forment plus tôt et plus grandes que prévu. L'enrichissement chimique se produit beaucoup plus rapidement que prévu. Et peut-être que la vie est un sous-produit inévitable de cet univers efficace. Mais comment toutes ces pièces s'assemblent-elles? Quels sont les mécanismes qui rendent les galaxies impossibles possibles? Pourquoi la vitesse d'expansion de l'univers donne-t-elle deux résultats différents? Comment la matière noire et l'énergie sombre se comportent-elles liées à la lumière de ces nouvelles découvertes? Ces questions ne sont plus seulement des questions de quoi et où, ce sont maintenant des questions de comment et pourquoi. Et les réponses à ces questions sont cachées dans les données brutes du télescope, dans ces spectres complexes et à l'intérieur d'innombrables pixels. Pour trouver ces réponses, nous devons maintenant regarder de plus près comment le télescope lui-même fonctionne, comment cette merveille d'ingénierie incroyable capture et analyse la lumière. Car le secret n'est pas seulement dans ce qu'il regarde, mais dans la façon dont il regarde. Et le regard de Webb est différent de tout. Mais en quoi le regard de Webb est-il différent de tout? Quel est le secret derrière ce miroir plaqué or qui a révélé ces découvertes apparemment impossibles? Maintenant, ralentissons un peu après les moments les plus rapides et les plus choquants du documentaire. Prenons une profonde inspiration et regardons sous le capot. Car pour comprendre la révolution de Webb, il ne faut pas seulement comprendre ce qu'il a trouvé, mais aussi comment il l'a accompli. C'est une histoire d'ingénierie, de physique et de pur génie. Et le premier acte de cette histoire nous ramène à ces mystérieux petits points rouges. Tout est caché dans la façon dont Webb utilise une technique appelée spectroscopie. La spectroscopie est essentiellement l'art de décomposer la lumière d'un objet en ses couleurs composantes, comme un prisme. Tout comme on peut comprendre quels instruments jouent en analysant le timbre d'un son. Les astronomes peuvent comprendre la composition chimique, la température, la vitesse et la distance d'une galaxie en regardant son spectre. Lorsque les petits points rouges ont été découverts pour la première fois, les lignes de leur spectre semblaient étrangement élargies. Pendant des années, l'explication standard était que cet élargissement était dû à l'effet Doppler, c'est-à-dire que le gaz tournant à des vitesses prodigieuses autour d'un trou noir décale une partie de la lumière vers le bleu, en venant vers nous, et vers le rouge, en s'éloignant, ce qui étale la ligne spectrale. Les calculs basés sur cette hypothèse indiquaient que des trous noirs massifs allant jusqu'à 1 milliard de masses solaires devaient se trouver au centre de ces objets. C'était choquant pour l'univers primitif. Mais Webb avait un instrument ultra-sensible comme le spectrographe infrarouge proche, NIRSP-C. Et lui, il a lu l'histoire de cette lumière différemment. Les données de NIRSP ont révélé que l'élargissement ne provenait pas de la vitesse, mais de quelque chose appelé diffusion par les électrons. Cela signifiait ceci: la lumière émise par le trou noir traversait un cocon de gaz ionisé, incroyablement dense, avant de sortir. Ce cocon diffusait la lumière comme un nuage de brouillard et élargissait les lignes spectrales. Cela a changé toute l'équation, car les calculs de masse effectués avec cette nouvelle information ont montré que les trous noirs étaient 100 fois plus petits, c'est-à-dire entre 100 000 et 10 millions de masses solaires. C'était encore une masse énorme, mais maintenant dans une fourchette théoriquement plus plausible. Webb n'avait pas seulement regardé,
Il avait analysé le brouillard que la lumière traversait pour voir la vérité derrière. C'était quelque chose que les anciens télescopes n'auraient jamais pu faire. La supériorité technique de Webb n'a pas seulement révélé l'identité d'objets lointains, elle a également approfondi l'une des plus grandes crises cosmologiques, la tension de Hubble. Rappelez-vous, il y avait deux méthodes principales pour mesurer le taux d'expansion de l'univers. La méthode de l'échelle des distances, qui regarde l'univers proche, qui trouve environ 73 km par seconde par mégaparsec, et la méthode qui regarde l'univers lointain, c'est-à-dire le fond diffus cosmologique, qui trouve environ 67,4 km par seconde par mégaparsec. Cette différence de 9% empêchait les astronomes de dormir depuis des années. L'un des doutes portait sur les mesures des étoiles variables céphéides, l'échelon le plus important de la méthode de l'échelle des distances. Le télescope spatial Hubble avait fait ces mesures, mais il était possible que la vue de Hubble, en particulier dans les champs d'étoiles bondés, mélange la lumière de l'étoile cible avec celle d'autres étoiles voisines. C'est ce qu'on appelle le crowding. Cela pouvait signifier que le premier échelon de l'échelle était un peu chancelant. C'est là que Webb est intervenu. Grâce à sa vision infrarouge et à sa résolution bien plus nette, Webb pouvait voir à l'intérieur de cette foule. Tout comme regarder avec une caméra thermique partant de brouillard, Webb a pu voir au-delà de la poussière interstellaire et de l'éclat des autres étoiles pour isoler parfaitement les étoiles céphéides. Tout le monde retenait son souffle. Webb allait-il montrer que les mesures de Hubble étaient erronées? La crise allait-elle être résolue? La réponse fut un choc total. Non. Les mesures ultra précises de Webb ont confirmé les mesures de Hubble. Le taux d'expansion de l'univers local était bien d'environ 73. Webb a testé l'échelon que l'on pensait chancelant et l'a trouvé parfaitement solide. Cela n'a pas résolu la crise. Au contraire, en éliminant la possibilité d'une erreur de mesure, cela a officialisé la crise. Nous savons maintenant que le problème ne vient pas de nos télescopes. Le problème vient de notre compréhension de l'univers. Alors, comment ces objets massifs qui se sont formés si tôt et si rapidement ont-ils pu exister? Les observations de Webb étaient si radicales qu'elles ont poussé les théoriciens vers des idées tout aussi radicales. L'une des plus intéressantes est le modèle des trous noirs à effondrement direct. C'est un mécanisme qui fonctionne au premier temps de l'univers, en sautant complètement la recette standard de formation des galaxies. La recette standard est la suivante. D'abord, un nuage de gaz géant se refroidit, se fragmente en millions d'étoiles. Ces étoiles vivent, meurent, et puis peut-être, après des milliards d'années, un trou noir se forme et grandit au centre. Mais le modèle de l'effondrement direct saute les premières étapes de cette recette. Selon ce modèle, certains nuages de gaz primordiaux, massifs et intacts de l'univers primitif, pourraient sauter complètement l'étape de formation d'étoiles et s'effondrer directement en un tout sous leur propre gravité pour former une graine de trou noir de 10 000 à 100 000 masses solaires. C'est comme jeter la farine et l'eau directement dans un four à 400 degrés pour faire un pain, au lieu de préparer d'abord le levain, de pétrir la pâte et d'attendre qu'elle lève. Le résultat n'est pas un pain traditionnel, mais vous obtenez très rapidement une masse dense. Ce modèle expliquait comme par magie de nombreuses choses observées par Webb. Pourquoi il grossissait si vite? Pourquoi il n'y avait pas de population d'étoiles denses autour d'eux? Et pourquoi ils avaient ces étranges caractéristiques spectrales? Les simulations informatiques ont montré que ce mécanisme d'effondrement direct pouvait reproduire toutes les caractéristiques mystérieuses des petits points rouges trouvés par Webb, comme leurs faibles émissions de rayons X, la présence de certaines lignes métalliques et l'absence de signatures typiques de formation d'étoiles. Voilà donc les trois forces techniques fondamentales de Webb. La spectroscopie, qui fonctionne comme un détective scientifique, analysant la lumière dans ses moindres détails pour révéler la vraie nature des objets. Un maître géomètre qui mesure les distances cosmiques avec une précision sans précédent, éliminant toutes les incertitudes des mesures précédentes. Et enfin, une muse qui permet de tester les théories les plus audacieuses avec des observations. Ces mécanismes expliquent pourquoi Webb n'est pas seulement un télescope, mais une révolution. Mais toutes ces capacités reposent sur une caractéristique beaucoup plus fondamentale du télescope lui-même, à savoir sa façon de voir l'univers. La suite de cette histoire concerne la raison pour laquelle Webb est plaqué. Or, pourquoi il doit tourner le dos au Soleil et pourquoi il doit lui-même geler pour voir les secrets les plus froids et les plus anciens de l'univers.
car la vraie puissance de Webb ne réside pas seulement dans ce qu'il regarde, mais dans l'œil avec lequel il regarde. Et cet œil est un œil infrarouge. Le véritable secret de Webb, c'est qu'il doit lui-même geler pour voir les secrets les plus anciens, les plus lointains et les plus froids de l'univers. Car la lumière la plus ancienne de l'univers voyage pendant des milliards d'années à travers l'espace en expansion avant de nous parvenir. Pendant ce voyage, la longueur d'onde de la lumière s'étire, tout comme un élastique que l'on tend. C'est ce qu'on appelle le décalage vers le rouge. Ce qui est parti comme une lumière bleue ou blanche brillante visible à l'œil nu n'est plus visible lorsqu'elle nous atteint. C'est maintenant une lumière infrarouge, une longueur d'onde plus longue, une lumière que l'œil humain et les télescopes comme Hubble ne peuvent pas voir. Webb a été conçu précisément pour voir cette lumière invisible. Mais il a dû payer un prix pour voir la lumière infrarouge, car la chaleur est un autre nom pour le rayonnement infrarouge. Votre propre corps, une ampoule, même l'électronique du télescope émettent de la lumière infrarouge. Cela crée un bruit qui noirait le signal provenant des objets les plus faibles de l'univers. C'est pourquoi Webb devait être incroyablement froid. Pour assurer ce froid, les ingénieurs ont conçu l'un des pare-soleils les plus sophistiqués jamais construits. C'est un immense parasol de la taille d'un court de tennis, composé de 5 couches. Chaque couche est plus fine qu'un cheveu humain et possède un revêtement spécial. Ce bouclier protège le télescope de la chaleur du Soleil, de la Terre et de la Lune. Le côté du bouclier exposé au Soleil atteint environ 85 degrés Celsius, tandis que le côté à l'ombre où se trouve le télescope tombe à une température hallucinante de moins 233 degrés Celsius. C'est seulement 40 degrés au-dessus du zéro absolu. Sans ce froid extrême, la propre chaleur de Webb masquerait complètement les précieux photons provenant des lointaines galaxies qu'il essaie d'observer. C'est comme essayer d'entendre un murmure lors d'un concert de rock. Vous ne pourrez jamais entendre ce murmure, la lumière de la galaxie lointaine, sans couper le bruit du concert, la chaleur. Le pare-soleil de Webb coupe le son du concert universel, lui permettant d'entendre les murmures cosmiques. Cette prouesse technique est la raison fondamentale pour laquelle Webb peut voir des galaxies d'il y a 13,5 milliards d'années, alors que des télescopes comme Hubble peuvent voir des objets avec des décalages vers le rouge d'environ 1,5. Webb a pu détecter des objets comme JADES-GS-Z, un 4-0 avec un décalage vers le rouge dépassant 14. Cela signifie jeter un regard beaucoup plus profond dans l'histoire de l'univers. Cependant, la puissance de Webb ne vient pas seulement du fait qu'il soit froid et qu'il voit en infrarouge. Elle vient aussi de son système de miroirs géants. Le miroir principal de Webb est une structure géante de 6,5 mètres de diamètre. C'est presque 3 fois plus large que le miroir de 2,4 mètres de Hubble, ce qui lui donne environ 7 fois plus de puissance de collecte de lumière. Plus de lumière signifie pouvoir voir des objets plus faibles et obtenir une résolution plus élevée. Mais, il était impossible d'envoyer un miroir aussi grand en une seule pièce dans l'espace. C'est pourquoi les ingénieurs ont conçu un miroir pliable composé de 18 segments hexagonaux en beryllium. Ces segments ont été pliés comme un origami pour tenir dans la fusée et se sont déployés dans l'espace pour former une seule, immense surface de miroir. Derrière chaque segment de miroir se trouvent des actionneurs capables d'effectuer des ajustements précis à la largeur d'un virus. Ces actionneurs alignent les 18 segments pour former une seule surface parabolique parfaite. Cet alignement est si précis que si le miroir avait la taille des États-Unis, la plus grande bosse sur sa surface ne serait pas plus épaisse qu'un doigt. Cette précision incroyable explique pourquoi Webb peut obtenir des images si nettes, là où Hubble voyait flou. Webb peut distinguer des étoiles individuelles. C'est la différence entre regarder la verdure générale d'une forêt et pouvoir compter les feuilles de chaque arbre. Cette capacité a joué un rôle vital pour isoler les étoiles céphéides lors du test de la tension de Hubble ou pour examiner les structures internes des galaxies lointaines. Le froid, la vision infrarouge et un miroir géant. Ce trio a permis à Webb de voir l'univers lointain. Mais, détecter les molécules dans l'atmosphère d'une autre planète nécessite une toute autre maîtrise. Cette technique s'appelle la spectroscopie de transit. Lorsqu'une planète passe devant son étoile, une très petite partie de la lumière de l'étoile filtre à travers l'atmosphère de la planète pour nous parvenir. Les différentes molécules de l'atmosphère absorbent différentes longueurs d'onde de la lumière.
Tout comme différents objets dans une pièce absorbent différentes couleurs et en réfléchissent d'autres. Les spectrographes de Webb mesurent seuls le spectre de la lumière de l'étoile pendant ce transit. S'il y a de l'eau dans l'atmosphère, nous voyons une baisse à certaines longueurs d'onde infrarouges. S'il y a du méthane, il y a une baisse à d'autres longueurs d'onde. Dans le cas de K218b, ce que l'équipe de Cambridge a vu, c'est une baisse statistiquement significative à la longueur d'onde absorbée par la molécule de diméthylsulfure. Ce signal est incroyablement faible, moins d'un millionième de la lumière totale de l'étoile. Pouvoir détecter ce signal nécessite la stabilité et la sensibilité extraordinaires du télescope. Webb peut effectuer ces mesures pendant des heures, voire des jours, pour distinguer le signal du bruit. Les anciens télescopes n'avaient pas ce genre de sensibilité. Ils pouvaient détecter l'existence d'une planète, mais ils ne pouvaient pas lire l'empreinte chimique de son atmosphère avec ce niveau de détail. Webb n'est pas seulement un chasseur de planètes, c'est aussi un chimiste atmosphérique. Et cette capacité en fait l'outil le plus puissant de l'humanité dans la recherche de la vie. Spectroscopie, vision infrarouge, miroir froid géant et analyse de transit. Voilà les clés de la magie technique qui a transformé Webb en une machine à remonter le temps et en un détecteur de vie potentielle. Ces mécanismes expliquent pourquoi nous pouvons voir les fissures du modèle standard et pourquoi l'histoire que l'univers nous raconte est beaucoup plus riche que nous ne le pensions. Mais tout ce génie technique, toutes ces merveilles d'ingénierie nous ont amenés au seuil d'une question encore plus grande. Si notre modèle est faux, si l'univers ne se comporte pas comme nous l'attendions, alors que se passe-t-il vraiment? L'univers que nous voyons avec ses nouveaux yeux puissants, que nous murmure-t-il sur sa propre nature? Il est maintenant temps de dépasser les théories et les mécanismes. Il est temps de faire face aux questions les plus profondes et les plus troublantes, car les découvertes de Webb nous transportent non seulement dans une nouvelle ère de l'astronomie, mais aussi dans une nouvelle ère de la philosophie. Et la première question de cette nouvelle ère est peut-être la plus effrayante. Et si le plus grand mystère à la base de tout n'était pas quelque chose que nous ne voyons pas? Et si le problème était la gravité elle-même? Et maintenant, le miracle arrive, le point culminant. Tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent n'était que le calme avant la tempête, car ce que Webb a trouvé n'a pas seulement ébranlé les théories, il a redéfini la réalité elle-même, des galaxies IM possibles, des molécules inattendues et des déchirures gigantesques dans le tissu de l'univers. Dans cette section, vous assisterez aux moments les plus incroyables, les plus records, les plus révolutionnaires enregistrés par Webb. Attachez vos ceintures, car maintenant, le rythme atteint son maximum. Nous plongeons dans les secrets les plus profonds de l'univers à la plus haute vitesse. C'est le moment le plus excitant de la science. C'est le plus grand voyage de découverte de l'histoire de l'humanité. Et vous êtes en plein milieu. Tout a commencé dans la nébuleuse d'Orion. Une découverte inattendue, des planètes errantes, des mondes sans étoiles, mais pas seulement une, des dizaines. Quand Webb a regardé Orion, l'une des régions les plus étudiées du ciel, il a trouvé quelque chose que personne n'attendait. Des objets de la taille d'une planète, dérivant seuls dans l'obscurité froide de l'espace, sans être liés à aucune étoile. Mais, ce qui était encore plus étrange, c'est que certains d'entre eux voyagèrent par paires, des systèmes planétaires liés gravitationnellement l'un à l'autre, mais en orbite autour de rien, des jumeaux orphelins. Ces objets ont été nommés JUMBO, Jupiter Mass Binary Objects, c'est-à-dire des objets binaires de masse jupitérienne. Cette découverte a fondamentalement ébranlé les théories de la formation planétaire, car selon le modèle standard, les planètes se forment dans un disque autour d'une jeune étoile. Ces planètes errantes devaient soit avoir été éjectées d'un système, soit s'être condensées directement à partir de nuages de gaz géants, dans un processus similaire à la formation d'étoiles, mais à une échelle beaucoup plus petite. Webb a détecté 42 paires de ces jumbos, leur masse variant de la moitié à 13 fois celle de Jupiter. Cela montrait que l'univers produisait des planètes avec une prodigalité, presque un gaspillage. Les planètes ne se formaient pas seulement dans des disques ordonnés autour des étoiles. Elles étaient partout, chaotiques, inattendues et incroyablement communes. Cette découverte a fait passer le nombre potentiel de mondes dans notre galaxie de milliards à des billions. Car si les planètes se forment si facilement et sont dispersées partout, alors le nombre de foyers potentiels pour la vie pourrait être bien plus grand que nous ne l'imaginions.
Le monde scientifique était sous le choc. C'était une révolution en sciences planétaires. Et ce n'était que le début. Mais les planètes errantes n'étaient en aucun début. L'objectif réel de Webb était beaucoup plus audacieux. Trouver la trace de la vie dans l'atmosphère d'une planète. Et cette cible, c'était WASP-39b, une planète géante gazeuse, sur une orbite très proche de son étoile. Lorsque Webb a analysé la lumière de l'étoile filtrant à travers l'atmosphère de cette planète, il a réussi une première historique. Pour la première fois, il a détecté de manière concluante la molécule de dioxyde de carbone dans l'atmosphère d'une exoplanète. C'était une révolution, car le dioxyde de carbone contient des informations précieuses sur la formation et l'évolution d'une planète. Mais, plus important encore, cela a prouvé que Webb pouvait le faire. Webb pouvait lire l'empreinte chimique de l'atmosphère d'un monde à des billions de kilomètres de nous. Cela signifiait l'ouverture d'une nouvelle porte. Et la première à franchir cette porte fut K2-18b. Cette fameuse planète à 124 années-lumière de la Terre, dans la zone habitable. Webb n'a pas seulement trouvé de la vapeur d'eau et du méthane dans l'atmosphère de K2-18b. Il a trouvé autre chose. Du diméthylsulfure, DMS. Sur Terre, cette molécule est produite presque entièrement par la vie, par le phytoplancton dans les océans. Elle n'a pas de source non vivante connue et significative, et Webb avait trouvé des traces de cette molécule dans l'atmosphère d'un autre monde. C'était une détection au niveau 3 sigma, c'est-à-dire 99,7% de chances d'être réelle. Mais il y avait une marge de doute de 0,3%. Ce n'était pas une preuve, pas encore. Mais pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avions trouvé un indice chimique aussi fort, aussi concret de la présence de vie sur une autre planète. La communauté scientifique s'est divisée en deux. Certains croyaient que c'était la plus grande découverte de l'histoire, tandis que d'autres soutenaient qu'il fallait plus de preuves. Mais le débat lui-même était une victoire, car nous pouvions maintenant poser la question. Avons-nous trouvé la vie sur une autre planète? C'est là que Webb nous a amenés. Mais les plus grands chocs de Webb sont venus des coins les plus reculés de l'univers, du passé le plus profond, de l'aube des temps. Voici la galaxie de Mésis. Cette galaxie était l'une des plus anciennes jamais trouvées. Webb l'a vue telle qu'elle était seulement 390 millions d'années après le Big Bang. Mais le problème n'était pas là. Le problème était qu'une autre candidate galaxie beaucoup plus ancienne, c'est ERS-93316, s'est avérée ne pas être si vieille que ça. Les mesures précises de Webb ont révélé que la valeur de décalage vers le rouge de cette candidate avait été mal interprétée et qu'il s'agissait en fait d'une galaxie beaucoup plus proche. Cet événement de la galaxie imposteur était un exemple formidable montrant que Webb ne faisait pas que trouver de nouvelles choses, mais qu'il corrigeait aussi les anciennes erreurs. Mais cette correction a propulsé la galaxie de Mésis sous les feux de la rampe. Elle était maintenant officiellement couronnée comme l'une des galaxies les plus anciennes et les plus lointaines. Et cette galaxie portait un autre coup au modèle Lambda CDM, car elle aussi était beaucoup plus brillante, beaucoup plus grande et beaucoup plus développée qu'elle n'aurait dû l'être. Les premières galaxies de l'univers auraient dû être petites et irrégulières. Mais Webb nous présentait constamment ces géantes matures et structurées. Comment était-ce possible? La formation des galaxies fonctionnait-elle selon un mécanisme complètement différent de ce que nous pensions? Ces questions faisaient trembler les piliers les plus fondamentaux de l'astrophysique. Et puis, ce moment est arrivé, qui a battu tous les records. JADES-GS-Z, un 4-0. Le champion de tous les temps, le plus lointain, le plus ancien, le plus IM possible. Webb a détecté cette galaxie telle qu'elle était seulement 280 millions d'années après le Big Bang. Cela signifie seulement 2% de l'âge de l'univers. C'est un record. Sa lumière voyageait vers nous depuis plus de 13,5 milliards d'années. C'est aussi un record. Mais les records n'étaient pas que des chiffres. Cette galaxie elle-même était une anomalie. Elle était incroyablement brillante, ce qui signifiait qu'elle abritait plus de 100 millions d'étoiles. Comment autant d'étoiles pouvaient-elles se former en si peu de temps? Son atmosphère contenait des éléments lourds comme l'azote et l'oxygène, preuve de multiples générations d'étoiles. Mais le plus choquant était la zone autour de la galaxie. JADES-GS-Z
un 4-0 avait nettoyé une zone de plusieurs centaines de millions d'années-lumière de diamètre autour d'elle, du gaz d'hydrogène neutre qui recouvrait l'univers comme un brouillard. Ce processus s'appelle la rayonisation, et selon le modèle standard, cela aurait dû être un processus lent de plusieurs centaines de millions d'années. Mais cette seule galaxie à elle seule avait créé une bulle transparente géante autour d'elle. Et ce, à une époque où personne ne pensait que c'était possible. C'était comme si une seule lanterne avait dissipé à elle seule le brouillard recouvrant une ville entière. Cette découverte a montré que la rayonisation s'était produite beaucoup plus tôt et beaucoup plus rapidement que nous ne le pensions. Et elle laissait entendre que ce processus était dirigé non pas par nos petites candidates galaxies irrégulières, mais par ce genre de galaxies monstres et brillantes. JADES-GS-1-4-0, à elle seule, a réécrit plusieurs chapitres du livre sur l'univers primitif, des planètes errantes, des indices de vie, des galaxies imposteurs et des géantes records. Les premières années de Webb ont été un âge d'or pour la cosmologie et l'astrophysique. Mais c'était aussi une ère de crise. Chaque nouvelle découverte était comme un clou de plus dans le cercueil d'une vieille théorie. Le modèle lambda-C-DM recevait des coups de toutes parts. Il tenait à peine debout. Les scientifiques se tournaient désespérément vers de nouvelles idées pour expliquer cet univers nouveau et étrange. Mais peut-être que la réponse n'était pas dans plus de complexité. Peut-être que la réponse était dans plus de simplicité. Et s'il y avait une idée unique, unificatrice, capable d'expliquer toutes ces anomalies, toutes ces impossibilités? Et si le problème n'était pas dans les galaxies, les trous noirs ou la matière noire? Et si le problème était dans la loi fondamentale sur laquelle tout repose, à savoir la gravité elle-même? Car en science, parfois, les plus grandes révolutions ne viennent pas en détruisant les théories les plus complexes, mais en remettant en question les hypothèses les plus fondamentales. Et maintenant, au milieu de ce chaos créé par Webb, une idée autrefois rejetée commençait à renaître en un murmure. Et cette idée, si elle était juste, allait tout changer. Car cette idée ne disait pas que nous ne comprenions pas 95% de l'univers. Elle disait que nous ne comprenions pas du tout la gravité. Et cette idée, ce murmure qui pourrait tout changer, venait d'une théorie connue sous le nom de monde, la dynamique newtonienne modifiée. C'était une idée longtemps marginalisée, avancée dans les années 1980 par le physicien israélien Mordechai Milgrom. Elle était très simple, peut-être un peu trop simple. Et c'est pourquoi elle n'avait pas été prise au sérieux pendant des années. Monde disait ceci: et s'il n'y avait pas de matière noire? Et si, au lieu d'attribuer les étranges mouvements de rotation des galaxies à l'effet gravitationnel d'une matière invisible, nous supposions que la loi de la gravité elle-même se comporte différemment à de très faibles accélérations? Les lois de Newton fonctionnent parfaitement aux fortes accélérations au centre des galaxies. Mais, sur les bords extérieurs des galaxies, l'accélération ressentie par les étoiles est si faible que peut-être la gravité, au lieu de s'affaiblir, reste constante. Cela signifierait que la fameuse loi de l'inverse du carré de Newton n'est pas valable en dessous d'un certain seuil. Cela signifiait modifier la nature fondamentale de la gravitation. Cela signifiait remettre en question Einstein. C'était une hérésie, jusqu'à ce que Webb entre en scène. Webb a trouvé dans l'univers primitif de petites galaxies isolées qui, selon le modèle standard, n'auraient pas encore dû former de grands halos de matière noire autour d'elles. Mais, ces galaxies, comme le prévoyait Hammond, avaient une structure de rotation étonnamment régulière, comme si elles étaient maintenues ensemble par une masse invisible. Mais cette masse n'avait pas besoin d'être de la matière noire. Cette masse pouvait être une modification de la gravité elle-même. Cela a donné un nouvel espoir aux partisans de Monde. Leur théorie, ignorée pendant des années, pouvait soudainement expliquer certaines des découvertes les plus étranges de Webb. Cela ne signifiait pas que la matière noire était complètement rejetée. Mais on parlait maintenant de modèles hybrides. Peut-être que la matière noire existait, mais n'était pas aussi dominante que nous le pensions. Peut-être que la gravité modifiée était la pièce manquante de l'équation. Webb n'a pas prouvé Monde. Mais il l'a placé, pour la première fois depuis des décennies, au centre d'un débat scientifique sérieux. La plus grande hérésie de la cosmologie était soudainement devenue l'un des candidats les plus prometteurs. C'était la preuve la plus frappante de la profondeur de la révolution créée par Webb.
car nous remettions maintenant en question non seulement le contenu de l'univers, mais aussi les lois elles-mêmes qui le régissent. Mais le séisme créé par Webb ne s'est pas limité aux plus grandes échelles. Il est descendu aux plus petites échelles, au fondement des lois de la physique, aux constantes fondamentales. Et si elles n'étaient pas constantes non plus, voici la constante de structure fine. C'est l'un des nombres les plus fondamentaux de la physique. Ce nombre sans dimension, d'une valeur d'environ un 137e, détermine la force de la force électromagnétique. C'est-à-dire qu'il régit la manière dont les atomes absorbent et émettent de la lumière, comment les liaisons chimiques se forment, en bref, la base de toute la chimie et la physique que nous connaissons. Si cette constante avait eu une valeur légèrement différente il y a des milliards d'années, dans une galaxie lointaine, les lignes d'absorption dans le spectre de la lumière de cette galaxie seraient à un endroit légèrement différent de celui que nous attendons. Il y avait des indices dans ce sens depuis des années, mais les résultats étaient toujours restés controversés. Webb avait la sensibilité pour mettre un point final à ce débat. Et lorsque les premiers résultats ont commencé à arriver, le monde scientifique a retenu son souffle, car les données de Webb laissaient entendre que cette constante pourrait avoir des valeurs légèrement différentes dans différentes directions de l'univers, un peu plus grande dans une direction, un peu plus petite dans l'autre. C'était un motif dipolaire, comme si l'univers avait un axe préférentiel où les lois de la physique changeaient. Cela signifierait une violation au niveau le plus fondamental du principe cosmologique, à savoir l'hypothèse que l'univers est le même dans toutes les directions. Si cela était confirmé, cela nous obligerait à revoir tous nos calculs cosmologiques jusqu'à présent, de la formation des premières étoiles à l'histoire thermique de l'univers. Car si les lois ne sont pas constantes, alors elles ne sont pas vraiment des lois. Ce sont des paramètres qui ont simplement leurs valeurs actuelles, mais qui auraient pu être différentes dans le passé. Webb n'a pas encore fourni de preuves définitives à ce sujet. Mais il a entrouvert la porte, et derrière cette porte se trouve peut-être la fin de la physique telle que nous la connaissons. Et juste au moment où nous nous débattions avec l'idée que les lois fondamentales de l'univers pourraient en changer, un coup beaucoup plus concret, beaucoup plus dévastateur est venu, de l'instrument spectroscopique de l'énergie sombre, DESI. DESI n'est pas Webb, c'est un projet basé au sol. Mais ces découvertes ont encore accru le chaos créé par Webb. DESI est une machine qui a cartographié l'univers en 3 dimensions à la plus grande échelle jamais réalisée. En mesurant la position et la vitesse de millions de galaxies, il a suivi l'histoire de l'expansion de l'univers sur des milliards d'années. Et les résultats qu'ils ont publiés en mars 2025 ont eu l'effet d'une bombe. Les données suggéraient que cette mystérieuse énergie sombre qui accélère l'expansion de l'univers pourrait ne pas être une constante cosmologique fixe. Au contraire, les données préféraient un modèle où l'énergie sombre s'affaiblit avec le temps. C'était une idée connue sous le nom de quintessence. C'est-à-dire que l'énergie sombre n'est pas une propriété immuable de l'espace-temps, mais un champ dynamique qui évolue avec le temps. La signification statistique de cette découverte atteignait jusqu'à 4,2 sigma. Cela signifie que la probabilité que le résultat soit une coïncidence est de 1 sur 40 000. Cela n'avait pas encore atteint l'étalon or de 5 sigma requis pour une découverte. Mais c'était très proche. Et si ce résultat est confirmé, notre compréhension du passé et de l'avenir de l'univers changera complètement. Si l'énergie sombre change avec le temps, l'idée que l'univers s'étendra à l'infini en accélérant et se terminera par un grand gel n'est plus certaine. Peut-être que l'accélération ralentira, voire s'inversera, et que l'univers s'effondrera sur lui-même dans un grand effondrement. La fin de l'univers n'était pas encore écrite. DESI, avec Webb, avait démoli un autre des piliers les plus fondamentaux de la cosmologie, à savoir la nature de l'énergie sombre. Gravité modifiée, constante variable, énergie sombre en évolution. Nous ne parlons plus de quelques anomalies, nous parlons maintenant d'une crise, d'une révolution. Le télescope spatial James Webb et ses alliés, au cours des dernières années, ont démoli la structure élégante, ordonnée et satisfaisante de la cosmologie du XXe siècle. À sa place, ils ont mis une image de l'univers plus chaotique, plus complexe, plus rapide et beaucoup plus intéressante. Cette nouvelle image n'est pas encore terminée. Ses bords sont flous, ses couleurs sont mélangées. Mais, au centre de cette nouvelle image, la question la plus ancienne et la plus profonde de l'humanité brille plus fort que jamais.
Mais maintenant, après cette vitesse vertigineuse, arrêtons-nous un instant. Il est temps de s'arrêter et de respirer au milieu de toutes ces découvertes, de tous ces records, de toutes ces théories démolies. Il est temps de nous poser cette question au milieu de ce séisme scientifique. Qu'est-ce que tout cela signifie pour nous? Quel est le sens de ce drame cosmique pour nous, qui vivons sur un petit point bleu pâle dans un coin de l'univers? Car les plus grandes découvertes ne changent pas seulement notre connaissance de l'univers, mais aussi notre connaissance de nous-mêmes. Et Webb ne nous a pas seulement montré un nouvel univers, il nous a tendu un nouveau miroir, et le reflet que nous voyons dans ce miroir. Mais maintenant, après cette vitesse vertigineuse, arrêtons-nous un instant. Il est temps de s'arrêter et de respirer au milieu de toutes ces découvertes, de tous ces records, de toutes ces théories démolies. Il est temps de nous poser cette question au milieu de ce séisme scientifique. Qu'est-ce que tout cela signifie pour nous? Quel est le sens de ce drame cosmique pour nous, qui vivons sur un petit point bleu pâle dans un coin de l'univers, car les plus grandes découvertes ne changent pas seulement notre connaissance de l'univers, mais aussi notre connaissance de nous-mêmes. Et Webb ne nous a pas seulement montré un nouvel univers, il nous a tendu un nouveau miroir. Et le reflet que nous voyons dans ce miroir nous confronte aux paradoxes les plus fondamentaux et les plus troublants. D'un côté, il y a le fait que l'univers est d'une taille inimaginable. Webb nous montre des galaxies à 13,5 milliards d'années-lumière. Quand la lumière de ces galaxies est partie, la Terre elle-même n'existait pas encore. Le diamètre de l'univers observable est d'environ 93 milliards d'années-lumière. C'est un espace qui abrite des centaines de milliards, peut-être des billions de galaxies, et dans chaque galaxie, il y a des centaines de milliards d'étoiles. Les nombres sont si grands qu'ils n'ont aucun sens pour l'esprit humain. Nous sommes plus petits qu'un seul grain de sable dans cet océan gigantesque. De l'autre côté, il y a le fait que l'être capable de comprendre et de mesurer cet univers, à savoir toi, moi, nous, est incroyablement petit et fragile. Quelques dizaines de kilogrammes de chair et d'os, un corps d'environ 1,7 mètre, une durée de vie moyenne de 80 ans. Comment un être si petit et éphémère peut-il avoir l'audace de comprendre une structure si grande et éternelle? N'est-ce pas là le plus grand paradoxe de l'univers? Ce paradoxe a un côté tragique. C'est que nous n'atteindrons jamais physiquement toutes ces étoiles, toutes ces galaxies, ces mondes magnifiques que Webb nous montre. Même le système stellaire le plus proche, Proxima Centauri, est à des dizaines de milliers d'années de distance avec notre technologie actuelle. Atteindre JADUS-G-S-Z14-0 est littéralement impossible, car cette galaxie n'est pas là telle qu'elle était il y a 13,5 milliards d'années. Avec l'expansion de l'espace, elle s'est tellement éloignée de nous que même si nous voyagions à la vitesse de la lumière, nous ne pourrions pas la rattraper. C'est juste un fantôme, une image du passé. Nous sommes, dans cet univers, emprisonnés pour toujours sur notre petite planète, notre petit système solaire. Nous sommes comme des naufragés sur une île cosmique. Nous pouvons voir à quel point l'océan autour de nous est grand et merveilleux, mais nous savons que nous ne pourrons jamais prendre la mer. Cela peut créer un profond sentiment de solitude et d'impuissance. Nous sommes les spectateurs du plus grand spectacle de l'univers, mais nous ne monterons jamais sur scène. C'est la tragédie de l'humanité. Mais ce paradoxe a aussi un côté beau, voire miraculeux. Oui, nous sommes physiquement petits et emprisonnés. Mais notre esprit peut transcender ses limites. Même si notre corps reste sur Terre, notre esprit peut voyager jusqu'aux coins les plus reculés de l'univers. Grâce aux lois de la mathématique et de la physique, nous pouvons recréer les conditions du Big Bang, qui s'est produit il y a 13,8 milliards d'années. Nous pouvons théoriser sur ce qui se passe à l'horizon des événements d'un trou noir, et surtout, en construisant des outils comme James Webb, nous pouvons être témoins de choses que nos propres yeux ne verront jamais. Ce miroir plaqué or est en fait une extension de l'esprit humain. C'est notre œil tendu vers le cosmos. Nous ne pouvons peut-être pas atteindre, oui, mais nous pouvons comprendre. Nous pouvons donner un sens, et cette capacité à comprendre nous donne une grandeur qui rend notre petitesse physique insignifiante. C'est notre triomphe. C'est notre capacité à faire tenir tout un univers dans un si petit cerveau. Et toi, tu fais partie de ce miracle. Toi aussi, tu es un point infiniment petit dans cet univers.
mais tu es aussi l'un de ces rares êtres capables de penser à cet univers, de le questionner et de s'émerveiller à son sujet. Ces courants électriques entre les neurones de ton cerveau sont l'une des façons dont l'univers prend conscience de lui-même. Lorsque ce photon antique de JADES-GS-Z-14-0 au terme de son voyage de 13,5 milliards d'années atteint ton écran, ton œil, ta conscience. L'univers se réunit un instant avec son propre passé. À cet instant, tu n'es pas seulement un spectateur. À cet instant, tu es la mémoire de l'univers. C'est pourquoi ce sentiment écrasant de petitesse que tu ressens face à la grandeur de l'univers pourrait être une illusion, car tu n'es pas un observateur passif de cette structure gigantesque. Tu en es un participant actif. Ta présence donne un sens à cette grandeur apparemment dénuée de sens, car le sens ne peut exister sans une conscience pour le créer. Cela nous amène à un deuxième paradoxe, le paradoxe de la connaissance et de l'ignorance. D'un côté, à aucune autre époque de l'histoire de l'humanité, nous n'avons su autant de choses sur l'univers. Nous pouvons mesurer la température du fond diffus cosmologique avec une précision d'une partie pour 10 000. Nous pouvons détecter des particules fantômes appelées neutrinos dans d'énormes réservoirs à des kilomètres sous terre. Nous pouvons écouter les ondulations de l'espace-temps lui-même, les ondes gravitationnelles, provenant de la fusion de 2 trous noirs. Et avec Webb, nous pouvons regarder directement les quelques centaines de millions de premières années de l'univers. C'est une accumulation de connaissances incroyable. C'est un pouvoir que nos ancêtres n'auraient même pas pu imaginer. Mais, de l'autre côté, chaque nouvelle découverte de Webb nous frappe au visage avec la réalité de notre ignorance. Chaque question à laquelle nous répondons en fait naître 10 nouvelles. Nous savons maintenant que nous n'avons aucune idée de ce qu'est environ 95% de l'univers, à savoir la matière noire et l'énergie sombre. Toi aussi, tu as la chance de faire partie de cette grande aventure intellectuelle. Tout ce que nous ne savons pas est aussi tout ce que nous pouvons apprendre, et c'est une source d'espoir infini, grandeur et petitesse, connaissance et ignorance. Webb nous oblige à faire face à ces contradictions fondamentales. Mais, peut-être que le paradoxe le plus profond réside dans le temps lui-même. L'histoire de 13,8 milliards d'années de l'univers est notre bref instant dans cette histoire. Mais la suite de cette histoire montre que la texture du temps pourrait ne pas être aussi lisse que nous le pensions. Car Webb ne regarde pas seulement les profondeurs de l'espace, il regarde aussi le temps lui-même, et ce qu'il y voit. Et ce qu'il y voit révèle peut-être le paradoxe le plus personnel et le plus bouleversant, le paradoxe de la solitude et de la connexion. D'un côté, il y a le vide et le silence ahurissant de l'univers. Chaque point lumineux dans les photos de champs profonds de Webb est une galaxie. Et les distances entre ces galaxies sont si grandes que la lumière met des millions, voire des milliards d'années pour aller de l'une à l'autre. La galaxie d'Andromède, bien qu'elle soit notre voisine la plus proche, est à 2,5 millions d'années-lumière. Cela signifie que la lumière provenant d'1 billion d'étoiles dans cette galaxie est en route depuis plus longtemps que toute l'histoire de l'humanité. Nous sommes dans cet univers, comme des îlots flottant dans un océan sombre, bien plus éloignés les uns des autres que la portée d'un phare. Cela crée un profond sentiment de solitude cosmique. Nous ne savons même pas si la vie existe ailleurs, et même si c'est le cas, il est presque impossible pour nous de communiquer avec eux ou de leur rendre visite. C'est l'interprétation la plus cruelle du paradoxe de Fermi. L'univers peut être plein de vie, mais les distances sont si grandes que chaque civilisation est condamnée à mourir seule sur sa propre île. Cette solitude a un côté tragique. C'est comme savoir que quelqu'un que vous aimez est à l'autre bout du monde, mais ne pas avoir de navire ou d'avion pour l'atteindre. Si la vie existe vraiment sur K, 2-18b. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Savoir leur existence, mais ne jamais pouvoir leur parler. Apprendre quelque chose d'eux ou leur enseigner quelque chose. Est-ce que cela diminue notre solitude ou l'approfondit-elle encore plus? C'est comme regarder une œuvre d'art inestimable derrière une vitre dans un musée. Tu peux la voir, l'apprécier, mais tu ne pourras jamais la toucher. C'est peut-être la plus grande richesse que l'univers nous offre, une galaxie pleine de vie. Mais cela peut aussi être la plus grande torture, ne pouvoir regarder cette richesse que de loin. C'est notre dilemme cosmique. D'une part, espérer que l'univers est plein de vie
et d'autre part devoir faire face au fait que cette découverte pourrait nous pousser dans une solitude encore plus profonde. Mais cette histoire de solitude a aussi un « mais », car il y a une autre vérité que Webb nous montre. Tout dans l'univers, absolument tout, est interconnecté. Les atomes de carbone qui composent ton corps ont été forgés au cœur d'une étoile morte il y a des milliards d'années. L'oxygène que tu respires a été dispersé dans l'espace par l'explosion en supernova d'une autre étoile. Le fer dans ton sang a été cuit dans un fourneau cosmique. Nous sommes, littéralement, de la poussière d'étoiles. Même si des milliards d'années-lumière semblent nous séparer de ces galaxies lointaines, nous partageons en fait la même origine, les mêmes lois de la physique qui les ont formées, les mêmes particules fondamentales, les mêmes éléments chimiques nous ont également formés. Quand Webb trouve de l'oxygène dans le spectre d'une galaxie, il trouve en fait une partie de notre arbre généalogique. C'est un sentiment de connexion incroyablement puissant. Nous ne sommes pas seuls parce que nous sommes l'univers lui-même. Nous sommes un moyen que l'univers a trouvé pour se connaître, se comprendre et se questionner. Cela rappelle la célèbre phrase de Carl Sagan. Nous sommes le moyen pour le cosmos de se connaître lui-même. Et toi aussi, tu es une preuve vivante de cette connexion profonde. Mets ta main sur ton cœur, ressens ce rythme. Les réactions chimiques qui permettent ce rythme ont été rendues possibles par l'explosion d'une étoile il y a des milliards d'années. Regarde-toi dans le miroir. Cette lueur dans tes yeux est le résultat des forces les plus fondamentales de l'univers. Tu n'es pas un être aléatoire. Tu es le résultat de 13,8 milliards d'années d'évolution cosmique. À chaque inspiration, tu absorbes une partie de l'univers. Dans chaque pensée, tu utilises l'énergie des étoiles. Alors, ne laisse pas l'immense vide de l'univers t'effrayer, car tu n'es pas une pièce perdue dans ce vide. Tu es ce vide qui a pris un sens. Nous ne sommes pas séparés les uns des autres et de l'univers. Nous faisons partie d'un tout, et chaque nouvelle galaxie que Webb nous montre nous rappelle à quel point cette famille est grande et diverse. Alors, que ressens-tu face à toutes ces découvertes? D'un côté, l'existence d'une galaxie comme JADES-GS-Z 14-0 qui nous montre à quel point l'univers est grand ancien et à quel point nous sommes petits, crée-t-elle une sorte de terreur existentielle? Ou de l'autre côté, un indice comme le diméthylsulfure trouvé dans l'atmosphère de K2-18b, qui fait germer l'espoir que nous ne sommes peut-être pas seuls, suscite-t-il un sentiment d'euphorie et de curiosité? Peut-être les deux, car ces deux sentiments sont comme les deux faces d'une même médaille. Notre terreur face à la grandeur de l'univers est aussi la source du profond sentiment d'appartenance que nous ressentons lorsque nous comprenons que nous en faisons partie. La peur que nous soyons seuls est le carburant qui alimente le désir de trouver une autre forme de vie. C'est aussi la beauté de la science. Elle ne nous donne pas seulement des réponses, elle nous apprend à poser les bonnes questions et à vivre avec les émotions complexes que ces questions suscitent. Cette nouvelle image de l'univers que nous offre Webb est à la fois effrayante et pleine d'espoir. Elle nous oblige à être humbles, tout en nous encourageant à rêver audacieusement. C'est faire face à l'une des expériences humaines les plus fondamentales, ressentir à la fois la peur et la curiosité face à l'inconnu, grandeur et petitesse, connaissance et ignorance, solitude et connexion. Webb nous a placés au cœur de ces tensions philosophiques fondamentales. Nous savons maintenant que l'univers produit de la complexité et de la structure de manière beaucoup plus efficace que nous ne le pensions. Nous savons maintenant que même nos modèles scientifiques les plus solides peuvent-ils s'effondrer face à de nouvelles preuves plus solides. Et nous savons maintenant que notre place dans l'univers est à la fois tragiquement limitée et miraculeusement significative. Mais, au-delà de toutes ces pensées, de tous ces paradoxes, il y a une autre porte que Webb a ouverte. Ce n'est pas seulement une question de ce que nous sommes, ou où nous sommes, c'est une question de ce que nous pourrions devenir. Car ce nouvel univers que Webb nous montre n'est pas seulement une photographie du passé. Il contient aussi les possibilités de l'avenir. Et parmi ces possibilités, la plus excitante est peut-être que notre rôle dans cette histoire cosmique ne fait que commencer. Car si l'univers se recrée constamment, peut-être est-il temps pour nous de le faire aussi. Et ce processus de recréation lance un voyage qui nous mènera au plus profond de nous-mêmes, au fondement de notre propre existence. Et ce processus de recréation lance un voyage qui nous mènera au plus profond de nous-mêmes, au fondement de notre propre existence. Ce voyage nous confronte à une question encore plus profonde, qui ne concerne pas seulement ce que nous sommes, mais ce que nous faisons de cette connaissance.
car ce nouveau portrait complexe de l'univers que nous offre Webb n'est pas seulement une œuvre d'art qui suscite l'admiration, c'est aussi une responsabilité. D'un côté, nous avons la capacité de comprendre le fonctionnement le plus fondamental de l'univers, la chimie des galaxies d'il y a des milliards d'années, l'atmosphère de planètes à des billions de kilomètres de nous. C'est un pouvoir presque divin. C'est un niveau de compréhension qui n'était autrefois possible que dans les mythologies et les religions. Mais, de l'autre côté, il y a le fait que les outils que nous utilisons pour obtenir cette connaissance, à savoir la science et la technologie, ont également le pouvoir de changer de manière irréversible et même de détruire notre propre planète, ce point bleu pâle. C'est le plus grand paradoxe de la connaissance et de l'action. Notre capacité à comprendre l'univers grandit à la même vitesse, voire plus vite, que notre potentiel à détruire notre propre maison. Ce paradoxe a un côté tragique. C'est que, tout en comprenant des choses si grandes à l'échelle cosmique, nous sommes si impuissants à résoudre les problèmes de notre petite planète. Les mêmes principes scientifiques qui permettent à Webb d'analyser le spectre d'une galaxie d'il y a 13,5 milliards d'années exposent aussi clairement des menaces existentielles comme le changement climatique, les extinctions de masse et la guerre nucléaire. Zerske. Mais, nous nous comportons comme si nous étions deux espèces différentes. Une partie de nous utilise les outils intellectuels les plus raffinés pour percer les secrets de l'univers, tandis que l'autre partie agit avec les instincts tribaux les plus primitifs, mettant en péril nos chances de survie à long terme pour des gains à court terme. C'est une tragédie shakespearienne. Que notre plus grande force soit aussi notre plus grande faiblesse. À mesure que notre connaissance de l'univers augmente, notre responsabilité d'utiliser cette connaissance avec sagesse augmente également. Mais nous semblons avoir du mal à assumer cette responsabilité. C'est comme résoudre l'équation la plus complexe de l'univers, puis échouer à l'examen à cause d'une simple erreur d'addition. Mais cette tragédie a aussi une lueur d'espoir, car ce que Webb nous montre, ce n'est pas seulement la fragilité de l'univers, mais aussi à quel point nous pouvons être résilients et créatifs. Le télescope spatial James Webb lui-même est un monument aux meilleures facettes de l'humanité. C'est le produit de la collaboration de milliers de scientifiques et d'ingénieurs, pendant des décennies, venant de différents pays et cultures, travaillant ensemble pour un seul but. C'est le triomphe de la coopération, de la patience, de la curiosité et de la pensée à long terme. Webb nous rappelle que nous pouvons surmonter les plus grands défis. Si nous pouvons envoyer un télescope origami à 1,5 million de kilomètres, capable de déployer parfaitement un pare-soleil de la taille d'un court de tennis, alors nous pouvons aussi trouver un moyen de résoudre les problèmes sur notre propre planète. Cette connaissance nous confère une responsabilité, oui, mais elle nous donne aussi un pouvoir. Le pouvoir n'est pas seulement le pouvoir de créer des problèmes, mais aussi le pouvoir de les résoudre. L'existence de Webb est à la preuve que l'espoir est un choix rationnel. Et toi aussi, tu fais partie de cette équation. Toi aussi, tu fais face à ce paradoxe de la connaissance et de l'action chaque jour. D'un côté, en regardant ce documentaire, en apprenant les secrets de l'univers, tu utilises cette magnifique capacité humaine de compréhension. De l'autre côté, par tes choix quotidiens, les produits que tu consommes, les politiques pour lesquelles tu votes, tu façonnes l'avenir de la planète. Cela peut sembler un lourd fardeau. Mais c'est aussi une grande opportunité, car tes actions individuelles, lorsqu'elles se transforment en une conscience collective, peuvent changer le monde. Tout comme les 18 segments de miroir individuels de Webb se sont assemblés pour former une seule surface parfaite. Nous aussi, en tant qu'individus, pouvons nous rassembler pour construire un avenir meilleur. Le message que Webb te donne est le suivant. Tu es à la fois un miracle qui a le potentiel de comprendre l'univers et un être qui a la responsabilité de transformer cette compréhension en action. Les deux sont inséparables. Cela nous amène à un autre paradoxe profond, le paradoxe du sens et de l'absurdité. D'un côté, il y a la nature froide, indifférente et sans but de l'univers. Les lois de la physique, à notre connaissance, ne font pas de distinction entre le bien et le mal, le sens et l'absurdité. Elles fonctionnent tout simplement. La mort d'une étoile peut conduire à la naissance d'un nouveau système planétaire, mais une explosion de supernova peut aussi anéantir toute vie sur une planète voisine. L'univers n'a pas de plan pour notre existence ou notre bonheur. C'est une vérité avec laquelle les philosophes existentialistes se débattent depuis longtemps. Dans ce cosmos immense et indifférent, la vie humaine ne semble pas avoir de sens en soi.
Nous sommes comme des vagues éphémères qui apparaissent au hasard dans un océan cosmique. Nous brillons un instant, puis disparaissons pour toujours. Ce sentiment d'absurdité a un côté tragique, car si tout est éphémère et que l'univers n'a pas de but, alors quel est le sens de nos efforts, de nos amours, de nos souffrances, de nos succès? Si dans 100 ans, 1000 ans, 1 million d'années, personne ne se souviendra de nous, alors pourquoi nous levons-nous le matin? Pourquoi faisons-nous de l'art? Pourquoi nous engageons-nous dans la science? Pourquoi luttons-nous pour un monde meilleur? C'est l'une des peurs les plus fondamentales de l'homme. La peur que rien de ce que nous faisons ne laissera une trace durable. C'est comme le mythe de Sisyphe. Nous poussons le rocher en haut de la colline chaque jour, mais nous savons que le lendemain, ce rocher redescendra. C'est une pensée dangereuse qui peut mener au nihilisme, la croyance que tout est dénué de sens. Mais ce sentiment d'absurdité a aussi un « mais » miraculeux. Car le fait que l'univers ne nous offre pas un sens tout près ne signifie pas que nous ne pouvons pas créer notre propre sens. Bien au contraire, c'est la plus grande liberté qui nous soit donnée. Le sens n'est pas quelque chose à découvrir dans l'univers, mais quelque chose à créer par nous. Nous trouvons le sens dans les liens que nous tissons les uns avec les autres, dans cette lueur dans les yeux de nos enfants, dans ce sentiment indescriptible qu'une œuvre d'art éveille en nous. Et oui, dans cette profonde admiration que nous ressentons en regardant une photo envoyée par le télescope James Webb. L'univers n'a peut-être pas de but, mais nous pouvons en avoir un. Et ce but est d'ajouter du sens, de la beauté et de la compassion à cet univers indifférent. Il faut imaginer Sisyphe heureux, disait Albert Camus, car l'acte même de pousser le rocher est une révolte contre l'absurdité. Le fait que nous fassions de la science, créions de l'art, aimions et luttions sont aussi des révoltes contre l'indifférence de l'univers. Nous sommes les êtres qui donnent un sens à cet univers. Et toi aussi, tu es au centre de ce processus de création de sens. Ta vie est une toile blanche que l'univers t'a donnée. C'est à toi de décider avec quelle couleur la peindre, quelle histoire raconter. Tu as le pouvoir de créer le sens de ta propre vie. Peut-être que ce sens n'est pas de faire de grandes découvertes ou de changer le monde. Peut-être que le sens est simplement d'égayer la journée de quelqu'un d'autre, d'éveiller la curiosité d'un enfant, de planter un arbre ou simplement de s'arrêter un instant, de regarder le ciel et de ressentir de la gratitude pour la beauté de l'univers. Le sens n'a pas besoin d'être grand, le sens doit être sincère. Et lorsque tu crées ton propre sens sincère, tu enrichis non seulement ta propre vie, mais tout un univers. Car cette petite parcelle de sens que tu ajoutes devient une lumière qui brille dans le grand océan d'absurdité de l'univers. Connaissance et action, sens et absurdité. Le miroir de Webb nous renvoie à ces tensions humaines les plus profondes. Il nous montre à quel point nous sommes à la fois puissants et fragiles, à quel point nous sommes à la fois sages et ignorants. Il nous rappelle qu'au lieu de chercher le sens de l'univers, nous devons le créer. Mais, à la fin de ce voyage philosophique, Webb nous ramène peut-être à l'endroit le plus surprenant, là où nous avons commencé, mais comme si nous le voyions pour la première fois. Car la plus grande leçon de Webb n'est peut-être pas dans les coins reculés de l'univers, mais cachée en nous-mêmes. Et cette dernière leçon nous confronte à l'héritage le plus ancien et le plus durable de l'humanité. Et cette dernière leçon nous confronte à l'héritage le plus ancien et le plus durable de l'humanité, la curiosité. D'un côté, il y a cet immense flot de données que Webb nous offre, ces équations complexes, ces mesures précises. La science est l'effort de comprendre l'univers de manière objective, mesurable et reproductible. Elle essaie d'être un processus dépouillé d'émotions, de préjugés et de croyances personnelles. La valeur du décalage vers le rouge d'une galaxie à 13,5 milliards d'années-lumière ne dépend pas de ce que quelqu'un ressent ou croit. C'est un fait, c'est la force de la science, son objectivité. Mais, de l'autre côté, il y a le fait que l'étincelle initiale qui nous pousse à faire cette science est une émotion entièrement subjective, non mesurable et personnelle, la curiosité. De notre premier ancêtre qui a regardé le ciel la nuit et s'est demandé que sont ces points lumineux aux ingénieurs qui ont conçu le télescope Webb. Tout a commencé avec ce simple sentiment de curiosité enfantine. La science, même dans sa forme la plus rationnelle, est alimentée par l'une de nos pulsions les plus irrationnelles. C'est le paradoxe le plus profond de la science et de l'esprit humain. Ce paradoxe a un côté tragique, car la science et la technologie moderne peuvent nous éloigner de ce sentiment de curiosité initiale. Nous pouvons commencer à voir l'univers simplement
comme une série d'équations à résoudre, un ensemble de données à analyser ou une ressource à exploiter. Les magnifiques photos envoyées par web peuvent devenir un contenu ordinaire qui défile en quelques secondes sur nos flux de médias sociaux. La beauté et le mystère vertigineux du cosmos peuvent devenir inaudibles dans le bruit de la vie quotidienne. C'est le risque de perdre le sentiment d'émerveillement. Et si nous perdons ce sentiment, nous perdons non seulement le carburant de la science, mais aussi une partie importante de notre humanité. Car l'émerveillement est un sentiment qui nous rend humbles, qui nous rappelle que nous faisons partie d'un tout plus grand et qui nous donne un sens. Sans ce sentiment, la science devient un simple calcul froid et la technologie une puissance sans but. Mais face à ce risque, il y a aussi une réalité magnifique, car Webb lui-même est le plus puissant antidote à cette perte d'émerveillement. Chaque nouvelle photo envoyée par Webb nous rappelle à quel point l'univers est étrange, beau et mystérieux. Quand nous regardons une photo de la galaxie d'Andromède, nous ne voyons pas seulement un billion d'étoiles. Cette photo nous murmure que les photons qui ont quitté cette galaxie, il y a 2,5 millions d'années, sont là, à cet instant précis, pour atteindre notre œil après ce long et solitaire voyage. C'est une connexion qui transcende le temps et l'espace. C'est un moment poétique. La science, dans sa forme la plus rationnelle, peut créer la poésie la plus profonde. Webb nous montre que l'univers n'est pas seulement une équation, mais aussi une œuvre d'art. Et s'émerveiller devant cette œuvre d'art est la réaction humaine la plus fondamentale. Cet émerveillement nous ramène à cette curiosité enfantine initiale, à ce simple moment de « wow ». Et ce moment est le moment où la science renaît. Et toi aussi, tu as le pouvoir de vivre et de partager ce sentiment d'émerveillement. Quand tu montres une photo de Webb à un ami, quand tu expliques les étoiles à un enfant, ou quand tu t'arrêtes simplement un instant pour regarder le ciel dans le silence de la nuit, tu maintiens vivante cette étincelle de curiosité initiale. Tu es un porteur de cet héritage d'émerveillement. Ta mission n'est pas d'éteindre ce feu, mais de l'attiser encore plus, car le fait que les générations futures construiront de nouveaux Webb, exploreront de nouveaux horizons, poursuivront cette grande aventure cosmique, dépend de cet héritage de curiosité que nous leur laisserons. La curiosité est la chaîne la plus précieuse qui se transmet de génération en génération et qui fait avancer l'humanité. Et toi, tu es un maillon important de cette chaîne. Cela nous amène à un dernier paradoxe, le paradoxe du changement et de la continuité. D'un côté, comme Webb nous le montre, la science est en constante évolution. Les théories que nous pensions les plus solides peuvent s'effondrer. Nos hypothèses les plus fondamentales peuvent être remises en question. Ce qui était vrai hier peut être faux aujourd'hui. L'effondrement du modèle lambda CDM nous montre que la science n'est pas un système de croyances dogmatiques, mais un processus dynamique qui se corrige et s'améliore constamment. C'est la plus grande force de la science, le courage de pouvoir se tromper. La science ne prétend pas à des vérités absolues, elle offre simplement la meilleure explication du moment et est toujours prête à changer cette explication lorsque de nouvelles preuves apparaissent. Ce changement constant peut avoir un côté tragique, car cela signifie que nous n'atteindrons jamais la réponse finale. Il y aura toujours quelque chose de nouveau à découvrir, une nouvelle théorie à renverser. Cela peut créer une sorte d'agitation intellectuelle, le sentiment de ne jamais pouvoir se tenir sur un sol ferme. Vivre dans un monde où la connaissance est constamment fluide et temporaire peut être épuisant. C'est comme essayer de rester debout sur un navire en perpétuel mouvement. Trouver l'équilibre est difficile. Mais ce changement recèle aussi en son sein la continuité la plus fondamentale et la plus belle. Les théories changent, les modèles s'effondrent, les télescopes vieillissent. Mais il y a une seule chose qui ne change pas, l'acte de poser des questions, la curiosité, le désir de comprendre. Un astronome babylonien qui regardait le ciel il y a des milliers d'années pour comprendre le mouvement des étoiles et un cosmologiste qui analyse aujourd'hui les données de Webb font fondamentalement la même chose. Ils posent la même question. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Quelle est notre place ici? C'est un fil d'or qui se déroule sans interruption à travers l'histoire de l'humanité. C'est le lien le plus fort qui nous unit à nos ancêtres et aux générations qui nous succéderont. Nous faisons partie de cette grande chaîne d'interrogation. Et toi, tu es un maillon de cette grande chaîne d'interrogation. Chaque question que tu t'es posée en regardant ce documentaire, chaque moment de curiosité que tu as ressenti, t'ajoute à cette chaîne millénaire. Tu n'es pas seulement un spectateur, tu es une continuation de cette grande aventure humaine.
Ta curiosité est la curiosité de Platon. Ton émerveillement est l'émerveillement de Galilée. Ton désir de comprendre est le désir de comprendre d'Einstein. C'est ton héritage le plus grand et le plus durable. Les théories sont passagères. Les questions, elles, restent pour l'éternité. Et ainsi, alors que nous approchons de la fin de ce long voyage, nous retournons là où nous avons commencé. Mais nous voyons maintenant cet endroit différemment. Nous comprenons que l'univers ne nous a pas menti, mais que nous étions simplement aveugles. Nous savons maintenant que l'univers est un endroit beaucoup plus complexe, beaucoup plus rapide et beaucoup plus intéressant que nous ne le pensions. Nous savons maintenant que même nos modèles les plus solides peuvent s'effondrer face à de nouvelles preuves. Nous savons maintenant que notre place dans l'univers est à la fois tragiquement petite et miraculeusement significative. Et surtout, nous savons maintenant que ce simple sentiment de curiosité enfantine qui est à la base de toute cette connaissance, de toute cette technologie, est le plus grand trésor de l'humanité. Ce voyage nous a beaucoup appris sur l'univers. Mais, peut-être plus important encore, il nous a appris quelque chose sur nous-mêmes. Et c'est quelque chose qu'aucun télescope ne peut accomplir seul. Car en fin de compte, ce voyage que nous avons entrepris pour comprendre l'univers est en fait un voyage que nous avons entrepris pour nous comprendre nous-mêmes. Et ce voyage ne se terminera jamais. Dans ce voyage, nous avons vu à quel point le passé de l'univers était chaotique. Mais je ne vous ai pas dit comment il se terminera. Tout dépend de la bataille entre la gravité, qui rassemble la matière, et l'énergie sombre, qui déchire l'univers. Nous ne savons pas qui gagnera. Dans notre prochain voyage, nous explorerons le destin ultime de l'univers, le grand gel, la grande déchirure ou le grand effondrement. Êtes-vous prêts ?